Bonjour. Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, baronne du Devant par mariage. Peut-on vraiment écrire avec tous ces prénoms et cette particule lorsqu'on se sent femme indépendante et que l'on cherche à raconter la quête de la liberté absolue? Plus connue sous le nom de George Sand, 1804-1876, la baronne était romancière, dramaturge, critique littéraire et journaliste française. L'importance, la diversité et l'engagement de son œuvre, associés à une vie détachée des convenances de son siècle et de son sexe, émancipée de toute emprise masculine, font de George Sand une figure de proue de la littérature du XIXe siècle. Elle est en cela la première femme à mesurer sa popularité et sa renommée à celle de ses contemporains masculins tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Alfred de Musset, Prosper Mérimée, Marie Dagoult. Elle côtoie notamment Franz Liszt et Frédéric Chopin. Graphologue intuitive, débusquant l'être dans les pleins et les déliés de l'écriture, elle se plaît à questionner les dessous de la personnalité. Mieux, elle les métaphorise en parsemant ses récits de descente dans des gouffres abyssaux, augurant de l'inconscient cher à la psychanalyse. Le goût de cette âme ensauvagée pour le mystère et les frontières poreuses entre le visible et l'invisible nourrit son attrait pour les histoires fantastiques. Je vous raconte ce premier récit fantastique de George Sand, intitulé « Les laveuses de nuit » ou « Lavandières », extraite du recueil de légendes et de croyances populaires françaises de la région du Berry réunies et mise par écrit par George Sand et publiée en 1858. À la pleine lune, on voit, dans le chemin de la fontaine des fontaines, d'étranges laveuses. Ce sont les spectres des mauvaises mères qui ont été condamnées à laver, jusqu'au jugement dernier, les langes et les cadavres de leurs victimes. Maurice Sand. Voici, selon nous, la plus sinistre des visions de la peur. C'est aussi la plus répandue. Je crois qu'on la retrouve en tout pays. Autour des mares stagnantes et des sources limpides, dans les bruyères comme au bord des fontaines ombragées, dans les chemins creux, sous les vieux saules comme dans la plaine brûlée du soleil, on entend, durant la nuit, le battoir précipité et le clapotement furieux des lavandières fantastiques. Dans certaines provinces, on croit qu'elles évoquent la pluie et attirent l'orage en faisant voler jusqu'aux nues, avec leurs battoirs agiles, l'eau des sources et des marécages. Il y a ici confusion. L'évocation des tempêtes est le monopole des sorciers connus sous le nom de meneux de nuées. Les véritables lavandières sont les âmes des mères infanticides. Elles battent et tordent incessamment quelque objet qui ressemble à du linge mouillé et qui, vu de près, n'est qu'un cadavre d'enfant. Chacune a le sien ou les siens, si elle a été plusieurs fois criminelle. Il faut se bien garder de les observer ou de les déranger, car eussiez-vous 6 pieds de haut et des muscles en proportion, elles vous saisiraient, vous battraient dans l'eau et vous tordraient ni plus ni moins qu'une paire de bas. Nous avons souvent entendu le battoir des laveuses de nuit résonner dans le silence autour des mares désertes. C'est à s'y tromper. C'est une espèce de grenouille qui produit ce bruit formidable. Mais c'est bien triste d'avoir fait cette puérile découverte et de ne plus pouvoir espérer l'apparition des terribles sorcières,
tordant leurs haillons immondes dans la brume des nuits de novembre, à la pâle clarté d'un croissant blafard reflété par les eaux. Cependant, j'ai eu l'émotion d'un récit sincère et assez effrayant sur ce sujet. Un mien ami, homme de plus d'esprit que de sens, je dois l'avouer, et pourtant d'un esprit éclairé et cultivé, mais je dois encore l'avouer, enclin à laisser sa raison dans les pots, très brave en face des choses réelles, mais facile à impressionner et nourri dès l'enfance des légendes du pays, fit 2 rencontres de lavandière qu'il ne racontait qu'avec répugnance et avec une expression de visage qui faisait passer un frisson dans son auditoire. Un soir, vers 11 heures, dans une traîne charmante qui court en serpentant et en bondissant, pour ainsi dire, sur le flanc ondulé du ravin d'Urmont, il vit, au bord d'une source, une vieille qui lavait et tordait en silence. Quoique cette jolie fontaine soit mal famée, il ne vit rien là de surnaturel et dit à cette vieille femme : « Vous l'avez bien tard, la mère. » Elle ne répondit point. Il la crut sourde et approcha. La lune était brillante, et la source éclairait comme un miroir. Il vit alors distinctement les traits de la vieille. Elle lui était complètement inconnue, et il en fut étonné, parce qu'avec sa vie de cultivateur, de chasseur et de flâneur dans la campagne, il n'y avait pas pour lui de visage inconnu, à plusieurs lieues à la ronde. Voici comme il me racontait lui-même ses impressions en face de cette laveuse singulièrement attardée. Je ne pensais à la légende que lorsque j'eus perdu cette femme de vue. Je n'y pensais pas avant de la rencontrer. Je n'y croyais pas, et je n'éprouvais aucune méfiance en l'abordant. Mais dès que je fus auprès d'elle, son silence, son indifférence à l'approche d'un passant, lui donnèrent l'aspect d'un être absolument étranger à notre espèce. Si la vieillesse la privait de l'ouïe et de la vue, comment était-elle venue de loin toute seule, lavée, à cette heure insolite, à cette source glacée où elle travaillait avec tant de force et d'avidité? Cela était au moins digne de remarque, mais ce qui m'étonna encore plus, c'est ce que j'éprouvais en moi-même. Je n'eus aucun sentiment de peur, mais une répugnance, un dégoût invincible. Je passai mon chemin sans qu'elle détournât la tête. Ce ne fut qu'en arrivant chez moi que je pensai aux sorcières des lavoirs, et alors j'eus très peur, j'en conviens franchement, et rien au monde ne m'eût décidé à revenir sur mes pas. Une autre fois, le même ami passait auprès des étangs de Thévet vers 2 heures du matin. Il venait de Lignières, où il assure qu'il n'avait ni mangé ni bu, circonstance que je ne saurais garantir. Il était seul, en cabriolet, suivi de son chien. Son cheval étant fatigué, il mit pied à terre à une montée et se trouva au bord de la route, près d'un fossé, où 3 femmes lavaient, battaient et tordaient avec une grande vigueur, sans rien dire. Son chien se serra tout à coup contre lui sans aboyer. Il passa lui-même, sans trop regarder. Mais à peine eut-il fait quelques pas, qu'il entendit marcher derrière lui, et que la lune dessina à ses pieds une ombre très allongée. Il se retourna et vit une des femmes qui le suivait. Les 2 autres venaient à quelque distance comme pour appuyer la première. « Cette fois, dit-il, je pensais bien aux lavandières maudites, mais j'eus une autre émotion que la première fois. Ces femmes étaient d'une taille si élevée
et celle qui me suivait de près avait tellement les proportions, la figure et la démarche d'un homme que je ne doutais pas un instant d'avoir affaire à de mauvais plaisants de village, mal intentionnés peut-être. J'avais une bonne trique à la main. Je me retournai en disant « Que voulez-vous » Je ne reçus point de réponse, et ne me voyant pas attaqué, n'ayant pas de prétexte pour attaquer moi-même, je fus forcé de regagner mon cabriolet, qui était assez loin devant moi, avec cet être désagréable sur les talons. Il ne me disait rien, et semblait se faire un malin plaisir de me tenir sous le coup d'une provocation. Je tenais toujours mon bâton, prêt à lui casser la mâchoire au moindre attouchement, et j'arrivai ainsi à mon cabriolet, avec mon poltron de chien qui ne disait mot et qui sauta avec moi. Je me retournai alors, et, quoique j'eusse entendu, jusque-là, des pas sur les miens et vu une ombre marcher à côté de la mienne, je ne vis personne. Seulement, je distinguai, à 30 pas environ en arrière, à la place où je les avais vus laver, les 3 grandes diablesses sautant, dansant et se tordant comme des folles sur le bord du fossé. Leur silence, contrastant avec ces bonds échevelés, les rendait encore plus singulières et pénibles à voir. Si l'on essayait, après ce récit, d'adresser au narrateur quelques questions de détail, ou de lui faire entendre qu'il avait été le jouet d'une hallucination, il secouait la tête et disait « Parlons d'autre chose, j'aime autant croire que je ne suis pas fou. » Et ces mots, jetés d'un air triste, imposaient silence à tout le monde. Il n'est point de mare ou de fontaine qui ne soit hantée, soit par les lavandières de nuit, soit par d'autres esprits plus ou moins fâcheux. Quelques-uns de ces hôtes sont seulement bizarres. Dans mon enfance, je craignais beaucoup de passer devant un certain fossé où l'on voyait les pieds blancs. Les histoires fantastiques qui ne s'expliquent pas sur la nature des êtres qu'elles mettent en scène et qui restent vagues et incomplètes sont celles qui frappent le plus l'imagination. Ces pieds blancs marchaient, dit-on, le long du fossé à certaines heures de la nuit. C'étaient des pieds de femmes, maigres et nues, avec un bout de robe blanche ou de chemise longue qui flottait et s'agitait sans cesse. Cela marchait vite et en zigzag, et si l'on disait « Je te vois, veux-tu te sauver ?» cela courait si vite qu'on ne savait plus où ça avait passé. Quand on ne disait rien, cela marchait devant vous. Mais quelque effort que l'on fît pour voir plus haut que la cheville, c'était chose impossible. Ça n'avait ni jambes, ni corps, ni tête, rien que des pieds. Je ne saurais dire ce que ces pieds avaient de terrifiant, mais pour rien au monde, je n'eusse voulu les voir. Il y a, en d'autres lieux, des fileuses de nuit dont on entend le rouet dans la chambre que l'on habite et dont on aperçoit quelquefois les mains. Chez nous, j'ai ouï parler d'une brayeuse de nuit qui broyait le chanvre devant la porte de certaines maisons et faisait entendre le bruit régulier de la braie d'une manière qui n'était pas naturelle. Il fallait les laisser tranquilles, et si elle s'obstinait à revenir plusieurs nuits de suite, mettre une vieille lame de faux en travers de l'instrument dont elle avait coutume de s'emparer pour faire son vacarme, elle s'amusait un moment à vouloir broyer cette lame, puis elle s'en dégoûtait, la jetait en travers de la porte et ne revenait plus.
Il y avait encore la Peyrouse de nuit qui se tenait sous la guenillière de l'église. Paye est un vieux mot français qui signifie haillon. C'est pourquoi le porche de l'église, où se tiennent, pendant les offices, les mendiants porteurs de paye, s'appelle d'un nom analogue. Cette Peyrouse accostait les passants et leur demandait l'aumône. Il fallait se bien garder de lui rien donner, autrement, elle devenait grande et forte, de cacochime qu'elle vous avait semblé, et elle vous rouait de coups. Un nommé Simon Richard, qui demeurant dans l'ancienne cure et qui soupçonnait quelque espièglerie des filles du bourg à son intention particulière, voulut batifoler avec elle. Il fut laissé pour mort. Je le vis sur le flanc, le lendemain, très rossé et très égratigné, en effet. Il jurait n'avoir eu affaire qu'à une vieille femme qui paraissait 100 ans, mais qui avait la poigne comme 3 hommes et demi. On voulut en vain lui faire supposer qu'il avait eu affaire à un gars plus fort que lui, qui, sous un déguisement, s'est vengé de quelque mauvais tour de sa façon. Il était fort et hardi, même querelleur et vindicatif. Pourtant, il quitta la paroisse aussitôt qu'il fut debout, et n'y revint jamais, disant qu'il ne craignait ni homme ni femme, mais bien les gens qui ne sont pas de ce monde et qui n'ont pas le corps fait en chrétien. Les laveuses de nuit ou lavandières de George Sand, récit extrait du recueil de légendes et de croyances populaires titré « Légendes rustiques », écrit et publié en 1858. Les détracteurs les plus acharnés de George Sand étaient essentiellement Charles Baudelaire, Jules Barbet de Reville, Henri Guillemin, entre autres. Faisant scandale par sa vie amoureuse agitée et par ses tenues vestimentaires masculines, George Sand adopte un pseudonyme masculin dès 1829. Elle restera au centre de la vie intellectuelle de son époque, accueillant à Neuenwick ou à Palaiseau Liszt, Marie de Goult, Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix et Victor Hugo, conseillant les uns, encourageant les autres. Voici un deuxième conte, extrait également du recueil de légendes et de croyances populaires françaises de la région du Berry, réunies et mises par écrit par George Sand et publié en 1858. Son titre, Les Demoiselles. J'en vions une, j'en vions deux, qui n'avions ni bouche ni yeux. J'en vions trois, j'en vions quatre, et les aurions bien voulu battre. J'en vions cinq, j'en vions six,
qui n'avait pas les reins bourdis. D'Arié s'en venait la 7e, j'avons jamais vu la 8e. Ancien couplet recueilli par Maurice Sand, fils de George Sand. Les demoiselles du Berry nous paraissent cousines des 1000 Lorraines de Normandie, que l'auteur de la Normandie merveilleuse décrit comme des êtres d'une taille gigantesque. Elles se tiennent immobiles, et leur forme, trop peu distincte, ne laisse reconnaître ni leurs membres ni leur visage. Lorsqu'on s'approche, elles prennent la fuite par une succession de bonds irréguliers très rapides. Les demoiselles, ou filles blanches, sont de tous les pays. Je ne les crois pas d'origine gauloise, mais plutôt françaises du Moyen-Âge. Quoi qu'il en soit, je rapporterai une des légendes les plus complètes que j'ai pu recueillir sur leur compte. Un gentilhomme du Berry, nommé Jean de la Selle, vivait, au siècle dernier, dans un castel situé au fond des bois de Villemort. Le pays, triste et sauvage, s'égaye un peu à la lisière des forêts, là où le terrain sec, plat et planté de chênes, s'abaisse vers les prairies que noie une suite de petits étangs assez mal entretenus aujourd'hui. Déjà, au temps dont nous parlons, les eaux séjournaient dans les prés de Monsieur de la Selle, le bon gentilhomme n'ayant pas grand bien pour faire assainir ses terres. Il en avait une assez grande étendue, mais de chétive qualité et de petits rapports. Néanmoins, il vivait content grâce à des goûts modestes et à un caractère sage et enjoué. Ses voisins le recherchaient pour sa bonne humeur, son grand sens et sa patience à la chasse. Les paysans de son domaine et des environs le tenaient pour un homme d'une bonté extraordinaire et d'une rare délicatesse. On disait de lui que plutôt que de faire tort d'un fétu à un voisin, quel qu'il fût, il se laisserait prendre sa chemise sur le corps et son cheval entre les jambes. Or, advint qu'un soir, Monsieur de la Selle ayant été à la foire de la Berthenoux pour vendre une paire de bœufs, revenait par la lisière du bois, escorté par son métayer, le grand Luneau, qui était un homme fin et entendu, et pourtant, sur la croupe maigre de sa jument grise, la somme de 600 livres en grands écus plats à l'effigie du roi Louis XIV. C'était le prix des bestiaux vendus. En bon seigneur de campagne qu'il était, Monsieur de la Selle avait dîné sous la ramée, et comme il n'aimait point à boire seul, il avait fait asseoir devant lui le grand Luneau et lui avait versé le vin de cru sans s'épargner lui-même, afin de le mettre à l'aise en lui donnant l'exemple. Si bien que le vin, la chaleur et la fatigue de la journée, et, par-dessus tout cela, le trot cadencé de la grise avait endormi Monsieur de la Selle, et qu'il arriva chez lui sans trop savoir le temps qu'il avait marché, ni le chemin qu'il avait suivi. C'était l'affaire de Luneau de le conduire, et Luneau l'avait bien conduit, car ils arrivaient sains et saufs, leurs chevaux n'avaient pas un poil mouillé. Ivre, Monsieur de la Selle ne l'était point. De sa vie, on ne l'avait vu hors de sens. Aussi, dès qu'il se fut débotté, il dit à son valet de porter sa valise dans sa chambre, puis il s'entretint fort raisonnablement avec le grand Luneau, lui donna le bonsoir et s'alla coucher sans chercher son lit. Mais le lendemain, lorsqu'il ouvrit sa valise pour y prendre son argent, il n'y trouva que de gros cailloux, et, après de vaines recherches, force lui fut de constater qu'il avait été volé. Le grand Luneau,
appelé et consulté, jura sur son crème et son baptême qu'il avait vu l'argent bien compté dans la valise, laquelle il avait chargée et attachée lui-même sur la croupe de la jument. Il jura aussi sur sa foi et sa loi qu'il n'avait pas quitté son maître de l'épaisseur d'un cheval tant qu'ils avaient suivi la grande route. Mais il confessa qu'une fois entré dans le bois, il s'était senti un peu lourd et qu'il avait pu dormir sur sa bête environ l'espace d'un quart d'heure. Il s'était vu tout à coup auprès de la grâce aux demoiselles et, depuis ce moment, il n'avait plus dormi et n'avait pas rencontré figure de chrétien. Allons, dit M. de la Selle, quelque voleur se sera moqué de nous. C'est ma faute encore plus que la tienne, mon pauvre Luneau, et le plus sage est de ne point se vanter. Le dommage n'est que pour moi, puisque tu ne partages point dans la vente du bétail. J'en saurais prendre mon parti, encore que la chose me gêne un peu. Cela m'apprendra à ne plus m'endormir à cheval. Luneau voulut en vain porter ses soupçons sur quelque braconnier besogneux de l'endroit. « Bon, non pas, répondit le brave Hobereau. Je ne veux accuser personne. Tous les gens du voisinage sont d'honnêtes gens. N'en parlons plus, j'ai ce que je mérite. Mais peut-être bien que vous m'en voulez un peu, notre maître. Pour avoir dormi? Non, mon ami, si je t'eusse confié la valise, je suis sûr que tu te serais tenu éveillé. Je ne m'en prends qu'à moi, et ma foi, je ne compte pas m'en punir par trop de chagrin. C'est assez d'avoir perdu de l'argent. Sauvons la bonne humeur et l'appétit. Si vous m'en croyez, pourtant, notre maître, vous feriez bien de fouiller la gagne aux demoiselles. La gagne aux demoiselles? Mais c'est une fausse herbue qui a bien un demi-quart de lieue de long. Ce ne serait pas une petite affaire de remuer toute cette vase. Et d'ailleurs, qui trouverait-on? Mon voleur n'aurait pas été si sot que d'y semer mes écus. Je n'en sais rien, notre maître, mais je sais bien qu'étant là un matin, devant jour, avec mon père, nous les vîmes comme je vous vois, mêmement que, rentrant à la maison bien épeurés, nous n'avions plus ni chapeau, ni bonnet sur nos têtes, ni chaussures à nos pieds, ni couteau dans nos poches. Elles sont malignes. Allez, elles ont l'air de se sauver, mais sans vous toucher, elles vous font perdre tout ce qu'elles peuvent et en profitent, car on ne le retrouve jamais. Si j'étais de vous, je ferais assécher tout ce marécage. Votre pré en vaudra mieux, et les demoiselles auraient bientôt délogé, car il est à la connaissance de tout homme de bon sens qu'elles n'aiment point le sec, et qu'elles s'envolent de mare en mare et d'étangs en étangs, à mesure qu'on leur ôte le brouillard dont elles se nourrissent. Mon ami Luneau, répondit M. de la Selle, dessécher le marécage serait, à coup sûr, une bonne affaire pour le prix. Mais, outre qu'il faudrait les 600 livres que j'ai perdus, j'y regarderais encore à 2 fois avant de déloger les demoiselles. Ce n'est pas que j'y crois précisément, ne les ayant jamais vues, non plus qu'aucun autre farfadet de même étoffe, mais mon père y croyait un peu, et ma grand-mère y croyait tout à fait. Quand on en parlait, mon père disait « Laissez les demoiselles tranquilles, elles n'ont jamais fait de mal à moi ni à personne. » Et ma grand-mère disait « Ne tourmentez et ne conjurez jamais les demoiselles. Leur présence est un bien dans une terre, et leur protection est un porte-bonheur pour une famille. » Pas moins, reprit Luneau en hochant la tête. Elles ne vous ont point garé des voleurs. Environ 10 ans après cette aventure, M. de la Selle revenait de la même foire de la Berthenoux, rapportant sur la même jument grise, devenue bien vieille, mais trottant encore sans broncher, une somme équivalente à celle qui lui avait été si singulièrement dérobée. Cette fois, il était seul, le grand Luneau étant mort depuis quelques mois.
et notre gentilhomme ne dormait pas à cheval, ayant abjuré et définitivement perdu cette fâcheuse habitude. Lorsqu'il fut à la lisière du bois, le long de la gagne aux demoiselles, qui est située en bas d'un talus assez élevé et tout couvert de buissons, de vieux arbres et de grandes herbes sauvages, Monsieur de la Selle fut pris de tristesse en se rappelant son pauvre métayer, qui lui faisait bien faute, quoique son fils Jacques, grand et mince comme lui, fin et avisé, parut faire son possible pour le remplacer. Mais on ne remplace pas les vieux amis, et Monsieur de la Selle se faisait vieux lui-même. Il eut des idées noires, mais sa bonne conscience les eut bientôt dissipées, et il se mit à siffler un air de chasse, en se disant que, de sa vie et de sa mort, il en serait ce que Dieu voudrait. Comme il était à peu près au milieu de la longueur du marécage, il fut surpris de voir une forme blanche que jusque-là il avait prise pour un flocon de ces vapeurs dont se couvrent les eaux dormantes, changer de place, puis bondir et s'envoler en se déchirant à travers les branches. Une seconde forme plus solide sortit des joncs et suivit la première en s'allongeant comme une toile flottante, puis une troisième, puis une autre et encore une autre, et à mesure qu'elle passait devant Monsieur de la Selle, elle devenait si visiblement des personnages énormes, vêtus de longues jupes, pâles, avec des cheveux blanchâtres traînant plutôt que voltigeant derrière elle, qu'il ne put s'ôter de l'esprit que c'étaient là les fantômes dont on lui avait parlé dans son enfance. Alors, oubliant que sa grand-mère lui avait recommandé, s'il les rencontrait jamais, de faire comme s'il ne les voyait pas, il se mit à les saluer en homme bien appris qu'il était. Il les salua toutes, et quand se vint à la septième, qui était la plus grande et la plus apparente, il ne put s'empêcher de lui dire « Demoiselle, je suis votre serviteur. » Il n'eut pas plutôt lâché cette parole que la grande demoiselle se trouva en croupe derrière lui, l'enlaçant des deux bras froids comme l'aube, et que la vieille grise, épouvantée, prit le galop, emportant Monsieur de la Selle à travers le marécage. Bien que fort surpris, le bon gentilhomme ne perdit point la tête. « Par l'âme de mon père, pensa-t-il, je n'ai jamais fait de mal, et nul esprit ne peut m'en faire. » Il soutint sa monture et la força de se dépêtrer de la boue où elle se débattait, tandis que la grande demoiselle paraissait essayer de le retenir et de l'envaser. Monsieur de la Selle avait des pistolets dans ses fontes, et l'idée lui vint de s'en servir, mais, jugeant qu'il avait affaire à un être surnaturel, et se rappelant d'ailleurs que ses parents lui avaient recommandé de ne point offenser les demoiselles de l'eau, il se contenta de dire avec douleur à celle-ci « Vraiment, belle dame, vous devriez me laisser passer mon chemin, car je n'ai point traversé le vôtre pour vous contrarier, et si je vous ai salué, c'est par politesse et non par dérision. Si vous souhaitez des prières ou des messes, faites connaître votre désir, et, foi de gentilhomme, vous en aurez. » Alors, Monsieur de la Selle entendit au-dessus de sa tête une voix étrange qui disait « Fais dire 3 messes pour l'âme du grand Luneau, et va en paix. » Aussitôt, la figure du fantôme s'évanouit. La grise redevint docile, et Monsieur de la Selle rentra chez lui sans obstacle. Il pensa alors qu'il avait eu une vision. Il n'en commanda pas moins les 3 messes. Mais quelle fut sa surprise
lorsqu'en ouvrant sa valise, il y trouva, outre l'argent qu'il avait reçu à la foire, les 600 livres tournois en écus plats à l'effigie du feu roi. On voulut bien dire que le grand Luneau, repentant à l'heure de la mort, avait chargé son fils Jacques de cette restitution, et que celui-ci, pour ne pas entacher la mémoire de son père, en avait chargé les demoiselles. Monsieur de la Selle ne permit jamais un mot contre la probité du défunt, et quand on parlait de ces choses sans respect en sa présence, il avait coutume de dire « L'homme ne peut pas tout expliquer. Peut-être vaut-il mieux pour lui être sans reproche que sans croyance. » Les Demoiselles, un conte extrait du recueil de légendes et de croyances populaires françaises de la région du Berry, réunies et mises par écrit par George Sand et publié en 1858. Comme je vous l'avais précisé tout à l'heure, l'un des plus féroces détracteurs de George Sand était Charles Baudelaire, qui écrit à son sujet ce pamphlet incendiaire dans un recueil de fragments inachevés publié à titre posthume en 1887 et intitulé « Mon cœur mis à nu ». Je cite l'ignominieux pamphlet. « La femme Sand est le prud'homme de l'immortalité. Elle a toujours été moraliste. Seulement, elle faisait autrefois de la contre-morale. Aussi, elle n'a jamais été artiste. Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Elle a, dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Ce qu'elle dit de sa mère, ce qu'elle dit de la poésie, son amour pour les ouvriers. Que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette... c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. George Sand est une de ces vieilles ingénues qui ne veulent jamais quitter les planches. Elle prétend que les vrais chrétiens ne croient pas à l'enfer. La Sand est pour le Dieu des bonnes gens, le Dieu des concierges et des domestiques filous. Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. Un antagonisme détonnant qui nous paraît aujourd'hui totalement désuet, voire prohibé. Autre temps, autres mœurs. Et même si j'adore les écrits de Charles Baudelaire, et notamment son formidable travail de traduction de l'œuvre d'Edgar Poe, je me garderai bien de cautionner ses idées sur le sujet. À bientôt. Hey, 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 oh.